Bien, bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce premier rendez-vous de filière consacré donc à la thématique de la laine, du feutre et du design. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Gautran, je suis fondateur de Made in Town. Et pour camper un petit peu le sujet, nous avons donc décidé de lancer cette série de 6 rendez-vous, les rendez-vous de filière, qui permettent, dans le cadre d'un projet un peu plus vaste dont on va parler aujourd'hui, qui est celui de la renaissance des filières de laine française, qui permettent donc ces rendez-vous de faire se rencontrer des acteurs de l'amont, donc de la matière première jusqu'à la création, jusqu'aux industries de création, à l'aval, et de faire dialoguer différents types de métiers, différentes compétences, pour bien montrer justement l'importance d'avoir un langage commun, de pouvoir échanger sur des langages parfois très techniques ou au contraire très conceptuels, et de pouvoir finalement ensemble valoriser des matières premières, des produits, jusqu'auprès des consommateurs à la fin du cycle. Euh, ce premier rendez-vous préfigure un lancement qui aura lieu dans 2 jours, le samedi 7 septembre, chez Made in Town, donc 58 rue du Verbois, qui verra donc l'ouverture d'un centre de ressources des filières de laine française. Nous organisons ce projet en partenariat avec, dans le cadre de Paris Good Fashion, qui a pour mission donc d'aider Paris à devenir la capitale de la mode éco-responsable d'ici 2024. Donc c'est un des projets qui a été choisi, cette relance des filières de laine, comme je dirais, exercice appliqué. Et nous faisons cela en partenariat avec la Fédération nationale ovine, qui représente donc les éleveurs en France, de brebis, de moutons. Je rappelle que nous avons en France 7 millions de moutons, qu'on doit les tondre une fois par an pour leur bien-être, et que 80% de la matière première récoltée auprès de tous les éleveurs aujourd'hui est exportée directement vers l'Asie sans aucune valorisation. Le résultat, c'est que chez nous, nous nous retrouvons avec de moins en moins de savoir-faire de transformation, de moins en moins d'entreprises qui possèdent ces savoir-faire. Il ne reste plus qu'un seul lavage à Saugues, en Haute-Loire. 5 filatures cardées. Nous avons déjà perdu les filatures peignées. Voilà, donc ça c'est pour la partie la plus critique, mais on ne va pas se laisser abattre, on cherche des solutions. Donc depuis un petit peu plus d'un an, grâce au partenariat avec Première Vision, nous avons pu aller à la rencontre des marques, des créateurs, des designers, et les sensibiliser à cette thématique. Ces laines, elles ont plein de qualités. Nous avons 60 races en France, il y en a 250 en Europe. Donc elles ont plein elles sont très performantes d'un point de vue d'isolation. On peut les feutrer, c'est particulièrement la thématique du jour. Il y a énormément de choses. Elles sont évidemment éco-responsables, biodégradables. On peut, si on les travaille localement, en faire même une source d'énergie verte avec les résidus de lavage. Donc il y a énormément de choses à explorer. La filière a été tellement fragilisée, mais encore une fois, il y a plein de possibilités. Donc je vais présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc Lily Latifi, designer textile, designer d'intérieur, nous fera une première partie introductive sur cette matière qu'est le feutre, sa matière de prédilection, qu'elle met en espace pour ses clients sur des projets très variés. Donc on verra ça. Marc Venet, de la société Laoureux, producteur de feutres installé en Normandie, entreprise du patrimoine vivant, qui, depuis 3 générations, je crois, transforme des matières premières en feutre, dont la laine, un petit peu de laine française, vous nous raconterez ça. Et enfin, 2
jeunes designers textiles, Lola Gibert et Florence Vuillet, qui nous parleront d'un projet, de chacune de leurs projets autour du feutre également, puisque ce qui relie ces 4 personnes, c'est évidemment cette matière qu'est le feutre. Je vais passer la parole à Lily Latifi. Peut-être qu'on peut garder toutes vos questions. L'idée de ces rendez-vous, c'est d'être assez décontracté et qu'on puisse dialoguer. Mais ce que je vous propose pour gagner un tout petit peu de temps, c'est qu'on fasse déjà un premier tour avec tout le monde et peut-être on fera une interaction avec le public par la suite. Lily, merci. J'ai surtout envie de commencer par rappeler un petit peu les origines du feutre, les origines à la fois historiques, géographiques et biologiques, donc animales. Donc le feutre est présent dans la culture des nomades de l'Asie centrale depuis, on dit la nuit des temps parce qu'on n'arrive pas vraiment à dater, on dit entre 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, il n'y a pas tellement de dates très précises. Mais donc l'Asie centrale, je ne sais pas si vous situez, donc c'est entre la Turquie actuelle et les confins de la Chine. Donc ça comprend la Turquie évidemment, l'Iran, la Mongolie, donc l'Ouzbékistan, Turkménistan, Azerbaïdjan, donc cette région du monde. Qui ont été des nomades, a priori au départ. Et donc, les premières traces de feutre ont été découvertes dans cette région-là. Et donc, ce sont les bergers nomades qui ont découvert que l'enchevêtrement des fibres de laine de leurs moutons, combiné avec l'action de l'humidité, la chaleur et l'agitation, c'est-à-dire le fait de masser les fibres entre elles, ils pouvaient obtenir une nappe de textile non tissé, qui est le feutre. Donc non tissé, c'est-à-dire qu'il se passait de la technique du tissage qu'on utilise pour tous les autres textiles, c'est-à-dire l'intervention d'une chaîne et d'une trame. Donc ce sont ces bergers-là qui ont découvert cette technique et qui l'ont utilisée pour se fabriquer des vêtements, des chapeaux, des chaussures, des tapis et des tentes. Donc, le feutre est un matériau qui est hydrofuge, donc imperméable, et isolant phonique et thermique. Donc, c'était excellent pour faire des yourtes, pour se protéger contre les intempéries, contre le froid. Et donc, ça, c'est l'origine historique du feutre. Ensuite, dans l'Antiquité, il y a eu les Chinois, les Grecs et les Romains aussi qui ont utilisé le feutre en tant que couverture ou d'armure. Le feutre a disparu avec l'Empire romain. Et ensuite, ce sont les croisés qui l'ont rapporté de Constantinople, donc l'Istanbul d'aujourd'hui. Et pendant toute cette période-là, le feutre a persisté dans cette région du monde dont on a parlé au début. Et donc, au Moyen-Âge, il y a eu un essor du feutre, un regain d'intérêt pour le feutre, parce que le feutre était moins cher que le cuir ou la fourrure qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour se protéger, et parfois même plus efficace contre les intempéries et contre le froid. Alors j'ai fait une petite parenthèse parce que je n'avais pas prévu, mais en parlant avec Pascal tout à l'heure, j'ai eu une petite histoire particulière avec le feutre par mes origines, donc je suis d'origine iranienne, et donc j'ai toujours vu en fait cette matière autour de moi, chez nous, dans ma culture. Mais c'est plutôt les objets que je viens de vous présenter là. Donc ça reste dans l'imaginaire un peu collectif, mais ce n'est pas des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais c'est une matière qui m'est assez chère parce que je l'ai toujours vue dans mon entourage. Mais vous allez voir que mon travail d'aujourd'hui n'a pratiquement rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Donc, pour revenir aux techniques de feutre, il existe 2 types de feutres, donc le feutre artisanal et le feutre industriel. Le feutre artisanal, ça ressemble à ça. Donc, c'est entièrement fait à la main, sans aucune intervention de machine. Donc, c'est uniquement une technique manuelle. Mais il n'y a aucune homogénéité, ni en termes de surface, ni en termes d'épaisseur. Voilà, vous voyez,
c'est très irrégulier. C'est une matière qui est très belle, que j'adore, mais il se trouve que je n'ai pas choisi de travailler le feutre artisanal, et je préfère le feutre industriel, parce que ça permet une tenue impeccable, une surface bien nette, avec des bords bien nets, quand on découpe évidemment. On peut se le procurer dans une multitude d'épaisseurs, allant de 2 mm jusqu'à 2 cm. Donc on peut vraiment, en technique industrielle, on peut fabriquer le feutre dans des épaisseurs qu'on souhaite. Après, on est limité par le coût, parce que plus on augmente la matière première, qui est la laine étant une matière noble et chère, plus évidemment on augmente le coût de la matière au final. Donc on s'arrête là où le marché s'arrête en termes de prix, a priori. Donc le feutre industriel aujourd'hui est utilisé autour de nous dans la vie quotidienne de façon assez large, on le sait peu. Par exemple, dans le stylo feutre, ce qu'on appelle le feutre pour écrire, pour dessiner. Pourquoi ça s'appelle feutre? Parce qu'il y a réellement une mine de feutre à l'intérieur qui est imbibée d'encre et qui laisse la trace de l'encre lorsqu'on écrit ou qu'on dessine. On l'utilise pour couvrir des tables de bridge, de billard. On l'utilise largement dans l'industrie pour amortir, pour dégraisser, pour protéger, anti-choc, anti-vibration, sous forme de petits joints. Donc il y a énormément d'utilisation. Même chez les boulangers, on utilise du feutre 100% laine. Pourquoi? Parce que le feutre étant hydrofuge et imperméable, les boulangers peuvent poser leurs pâtes à reposer, à lever sur le feutre sans que le feutre absorbe l'humidité de la pâte et sans que la pâte colle au feutre. Donc voilà, il y a énormément d'utilisation de feutre aujourd'hui, pas que dans le design. Donc là, quelques photos des objets que j'ai pu faire par le passé avec le feutre industriel. Donc là, vous voyez vraiment la découpe nette, l'aspect très minéral que j'aime beaucoup dans le feutre, justement, parce qu'on pourrait croire que c'est en pierre alors que c'est une matière souple. Et ça, c'est vraiment le feutre qui le permet, parce que c'est un non-tissé qu'on peut le découper à vif sans être obligé de faire des finitions à la couture qui ramènent des lourdeurs visuelles. Alors le feutre a beaucoup de propriétés intrinsèques, et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup, comme pas mal d'autres matières, pas mal d'autres textiles, de par le fait que c'est un matériau très dense et souple, et de par la structure microscopique même de la fibre de laine, qui est en fait, si on regarde une fibre de laine sous un microscope, il y a des écailles dessus. C'est pas une surface lisse, et c'est ça qui est vraiment propre à la fibre de laine de mouton surtout. Et c'est ces écailles-là qui permettent l'amalgame des fibres entre elles pour former le feutre. Et ça, on ne peut pas le faire avec d'autres matières. Et aujourd'hui, on a des feutres synthétiques 100% polyester qu'on appelle feutres, mais c'est à tort. On les a appelés à tort feutres parce que ça a l'esthétique du feutre, mais sans que ça soit réellement feutré. Parce que la technique n'a rien à voir. La fibre de polyester est une fibre très lisse, donc on est obligé de charger la matière avec de la colle, avec des actions d'aiguillage et tout ça, pour faire en sorte que les fibres tiennent entre elles. Donc c'est pas du feutre. Donc le feutre de laine, aujourd'hui, ce que j'en fais, c'est des aménagements d'espace, avec des panneaux en feutre qui sont suspendus par un rail qui est installé uniquement au plafond. Il n'y a rien au sol. Au sol, tout est libre. Le principe même de mes installations, c'est des cloisons mobiles. Donc, normalement, c'est des panneaux qui peuvent coulisser. Donc, on peut créer des espaces, on peut cloisonner, on peut créer des couloirs, on peut créer des petites alcôves ou des plus petites pièces dans des grandes pièces. Ça, c'est du feutre 3 mm d'épaisseur, avec un système d'accordéon pour que ça se ramasse.
Merci beaucoup Lily pour cette partie introductive sur toutes ces propriétés du feutre. Marc, merci de nous avoir rejoints. C'était pas très facile, je crois, de vous libérer, mais merci d'avoir fait le voyage depuis la Normandie. Voilà, on est ravis de vous avoir ce soir. Donc, Lily travaille beaucoup avec vos matières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est organisée la société Laoureux, comment vous travaillez, quelles sont les multiples techniques dont vous disposez déjà? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je ne suis pas très familier avec ce genre d'exercice, donc je vous prie de m'excuser d'abord si vous m'entendez bafouiller. Donc, je vais vous présenter rapidement la société Laoureux, qui on est, ce qu'on fait, depuis combien de temps on le fait. Donc, comme Lily l'a expliqué, on fabrique du feutre. On existe depuis 1923. On est situé à Desvilles-les-Rouen, dans la région de Rouen, qui est une région traditionnellement textile. Maintenant, il n'en reste pas beaucoup. On est vraiment, je pense, la dernière usine textile dans notre région. Et ça a été créé par un Laoureux, d'où le nom. 3 générations de Laoureux qui se sont succédées. La société, en 1977, a déposé le bilan, a été reprise par un groupe anglo-saxon, le groupe Scapa, qui est un groupe de textile technique, un groupe anglais, qui avait presque tous les feutriers européens à l'époque, dans les années 70-80. Et mon père est rentré dedans en 1979 en tant que directeur général de la société pour restructurer la société. En 88, le groupe Scapa a décidé de se séparer de toute la branche feutre européenne et se concentrer sur les aiguilletés, dont parlait Lily, les différents types de feutres qui existent. Il existe les feutres foulés, on en parlera. Les aiguilletés, c'est un autre mode de fabrication, je vous en parlerai aussi juste après. Et donc le groupe a décidé de se concentrer sur les aiguilletés et sur la filtration, qui était un domaine industriel plus en vogue. On est dans les années 80, les fibres synthétiques prennent le pas sur les fibres naturelles. On pense avoir découvert, en tout cas on essaye avec des fibres synthétiques d'imiter les propriétés des fibres naturelles. Elles sont moins chères, le pétrole est moins cher, et c'est vraiment l'essor de toutes ces fibres synthétiques. Donc le groupe Scapa décide d'abandonner les fabrications de feutres artisanales, enfin artisanales. Je me considère comme artisanal. Après, on est feutre industriel, certes, mais on est vraiment sur des structures de PME. Et donc, le groupe se sépare de tout ça, vend les feutriers en Europe, en Allemagne, en Angleterre et en France. Mon père achète la société en 88 à cette faveur-là, et moi, je le rejoins en 98. Voilà, donc ça fait... Finalement, vous êtes la 5e génération. Alors, 5e génération, oui, de la société, puisque ça fait 100 ans bientôt que la société existe. Mais en tout cas, dans la génération Laoureux, il y en a eu 3 qui sont les fondateurs. Nous, on est arrivés après. Donc voilà pour la petite histoire de la société Laoureux. Aujourd'hui, comment ça se découpe l'activité ? Alors, quels sont vos clients, vos types de clients, vos types de produits ? Alors, donc nous, on fabrique du feutre foulé, comme je l'ai dit, de laine. Dans les débouchés de ces produits, vous trouvez ça dans l'industrie, au sens large du terme, dans le piano et dans la décoration. Alors, dans le piano et dans la musique en général, mais l'utilisation du feutre dans d'autres instruments de musique que le piano est plus confidentielle. Vous en avez un petit peu, mais le piano, par contre, c'est un vrai marché. Donc, et on est vraiment spécialiste là-dedans. Nous, on a une vraie renommée sur la fabrication des feutres piano, même si c'est un marché qui a tendance à décliner avec les années, puisque de moins en moins d'enfants se mettent finalement à la musique de nos jours. Mais on a encore des marchés émergents comme la Chine qui sont porteurs. Et donc on est vraiment leader là, sur ce marché en termes de qualité. On équipe les plus grandes marques de piano dans le monde et on exporte nos fabrications en Chine, notamment pour ce qui est de la zone mondiale la plus dure à exporter, c'est bien celle-là. On exporte évidemment partout au monde, mais en Chine en particulier, bien qu'on soit entre 3 et 10 fois plus cher que nos concurrents. C'est quoi la quantité de feutre dans un piano ? Alors, c'est difficile à vous exprimer comme ça, parce qu'en termes de... Si on parle en kilos, c'est 3 fois rien. 88 touches dans un piano, un étouffoir par touche, une dizaine de grammes par étouffoir. Sur les marteaux, vous avez
allez, disons 30 à 40 grammes par touche, et 88 touches également. Donc ça n'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est pas tant la matière, enfin en tout cas pour nous, c'est la valeur ajoutée qui est appliquée, parce qu'il y a énormément de travail. Il y a déjà la fabrication du feutre en tant que tel. Donc là, je m'attarderai un peu plus là-dessus tout à l'heure, parce que je pense que c'est plus ça qui va vous intéresser. Mais dans le piano, après, c'est vraiment la découpe et la précision. On a des découpes précises au dixième de millimètre sur une matière qui ne supporte absolument pas, parce que ça demande qu'à bouger, ça demande qu'à gonfler, à varier avec l'humidité. Mais pourtant, voilà, on y arrive. Donc voilà, le chiffre d'affaires et on va dire la rentabilité du principe dans le piano, elle est vraiment apportée par la valeur ajoutée, pas vraiment sur le coût matière finalement est très peu important sur ces produits-là. Donc pour ce qui est de nous, nos fabrications, je vous dis 3 pôles, l'industrie, le piano, donc le piano, ok, on vient d'en parler, l'industrie et la décoration. Alors pour l'industrie, là c'est très très vaste, là dans toute l'industrie, industrie lourde, vous trouvez du feutre quelque part. Vous trouvez du feutre pour faire des graisseurs, vous trouvez du feutre pour faire de l'étanchéité, vous trouvez du feutre pour faire l'enlèvement de matière. On va utiliser à chaque fois en fait les propriétés de la fibre de laine. Et cette fibre, elle est incroyable. Vous pouvez avec de la laine aussi bien absorber un liquide, une huile, n'importe quoi. Donc je vous donne des exemples de la vie courante industrielle. Allez, parlons de la presse, par exemple l'impression offset des journaux, des quotidiens que vous pouvez être amené à lire. Bon, sur ces grosses machines rotatives, vous en avez peut-être déjà vu, vous avez des cylindres métalliques qui roulent les uns sur les autres. Pour éviter l'usure de ces cylindres, il faut les lubrifier. Et pour les lubrifier, on utilise un petit carré de feutre qui vient en fait en goutte à goutte venir déposer la quantité exacte d'huile qu'il faut sur le cylindre sans déborder partout. C'est-à-dire on utiliserait une micropulvérisation, on en mettrait partout sur le papier journal, ce ne serait pas possible. On utiliserait une mousse, à un moment elle s'assécherait, elle ne diffuserait pas de façon continue. Le feutre, par la propriété de la laine, qui est une fibre très capillaire, a la propriété de restituer un liquide tant qu'il est saturé. C'est-à-dire que vous l'alimentez en goutte à goutte, il va le restituer, et de façon parfaitement homogène. Et il est capable de le restituer sur des surfaces qui sont absolument pas poreuses. D'où la première utilisation dans les marqueurs, comme vous disiez, dans les feutres, de pointe en feutre, parce que c'était la seule matière qui était capable d'écrire la tête en haut sur du verre, et vous pouviez écrire des kilomètres comme ça. L'encre montait par capillarité. Donc elle allait à l'inverse de la pesanteur, juste par la capillarité. Donc ça, c'est une propriété, par exemple, que vous pouvez difficilement réaliser avec des fibres chimiques, sauf à travailler des fibres creuses, bon, que maintenant on arrive à faire, et notamment dans l'industrie de l'écriture. Mais ça, c'est une propriété. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de recherche de développement, de chimie ou choses comme ça pour arriver à ces propriétés-là, juste avec la propriété naturelle de la laine. Vous pouvez, donc ça c'est un exemple, mais si je fais un grand écart, je ne vais pas tous vous les citer, hein, puisqu'on travaille dans énormément d'industries, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez avec du feutre aussi couper du verre. Aussi curieux que ça puisse paraître, vous pouvez monter en densité sur du feutre à une densité telle que vous pouvez, sur des meules de polissage, être amené à couper du verre. Donc le biseautage des tables en verre que vous pouvez trouver, vous avez déjà vu des tables en verre biseautées, bon, ce biseautage est fait avec du feutre. Et on arrive à monter en densité sur une densité qui, chez nous, avec le matériel qu'on a, parce qu'on a un matériel très puissant, on peut monter jusqu'à 1,1 de densité, ce qui est énorme. La densité de l'eau, donc c'est 1, c'est 1 kg pour un décimètre cube. Sur une matière comme la laine, dont le poids spécifique de la molécule est de 1,28, on arrive à aller à 1,1, c'est-à-dire qu'on est tout près du poids spécifique. Au poids spécifique, quand vous en physique, lorsque vous rapprochez du poids spécifique de la molécule, vous vitrifiez. Et c'est-à-dire que vraiment vous devenez transparent et vous vitrifiez. Nous, nos feutres on appelle ça 1100 de densité. Nous, on n'exprime pas en 1,1, mais on est à 0,1 et ensuite on va jusqu'à 1000. Donc à 1100 de densité, la surface est vitrifiée. C'est-à-dire que vous voyez à travers le feutre, vous avez du feutre en verre en fait. Et avec cette dureté, on arrive à découper du verre et à user de la matière par l'abrasion, les capacités abrasives de la fibre de laine. Lily disait tout à l'heure que la fibre de laine, c'est une fibre qui est pleine d'écailles. Effectivement, vous avez peut-être tous en tête les images de pub de shampoing où vous voyez les cheveux avec des écailles. Bon, c'est exactement ça. La laine, c'est un cheveu, ni plus ni moins, mais c'est un cheveu de mouton.
Et donc, toutes ces petites aspérités font autant d'abrasion et permettent de faire du polissage, de l'ébarbage ou de la coupe de verre. Voilà. J'ai pris 2 exemples qui sont diamétralement opposés. On trouve du feutre dans la construction des TGV, dans la construction des avions, dans la construction des voitures, et on utilise à chaque fois, encore une fois, les propriétés de la laine, que ce soit pour ses propriétés d'absorption, soit de restitution, soit d'abrasion. Voilà, en général. Alors aujourd'hui, commençait à Paris la Paris Design Week, Oui. donc un peu partout dans les rues et sur le salon Maison et Objets, on retrouve beaucoup de projets réalisés avec du textile, un petit peu avec du feutre. Vous pouvez en retrouver plein réalisés en feutre chez Made in Town, puisque nous en présentons notamment le travail de Lily, donc avec eux aussi certains de vos feutres. Comment ça se passe, l'interaction avec les industries créatives, la décoration, qui est un grand marché? Alors, le troisième volet, qui est un peu plus récent, hein, parce que le feutre dans le design, c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il y a 21 ans, c'était embryonnaire. Hein. Et nous, on s'est rencontrés en 2005. Enfin, vous avez travaillé avec Helios avant, avec la société Le Feutre, en 99. Et nous, on a commencé à bosser ensemble 2005-2006, hein, je pense. Ouais. Et donc le feu dans le design, bon, nous c'est pas notre culture. On est vraiment sur des cultures industrielles, à la limite artisanales, mais nos clients, notre langage, c'est plus l'industriel qu'on a en face de nous et d'essayer de comprendre son métier, parce qu'à chaque fois, ce sont des métiers différents. On bosse pas de la même façon avec Hermès qu'avec le nucléaire ou l'automobile. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Le feutre, effectivement, a cette propriété qui peut être intéressante physiquement pour le détourner, pour faire des objets du quotidien. Donc, ces dernières années, s'est développée une gamme de feutres dédiés spécifiquement pour la décoration, pour le design, donc en teinture, en teignant le feutre tout simplement, à partir de laine. Voilà. Des feutres teints comme ça. Donc dans ce cas-là, on n'utilise plus des laines brutes mélangées comme vous pouvez les voir par ici, où vous avez des mélanges de laines, mais qui ne sont pas propres à la teinture. On va utiliser des laines qu'on dit carbonisées. Ce sont des laines qui sont nettoyées, déjà lavées, et ensuite nettoyées soit à l'acide, soit à la soude, sur des longues chaînes de différents bains, où on vient la débarrasser complètement de toutes ces impuretés végétales. Et on obtient uniquement la fibre de laine. On obtient quelque chose de très blanc, comme vous pouvez le voir sur ces échantillons-là. Je suis désolé, je n'ai pas plus grand, mais voilà, quelque chose de très blanc. Et à partir de ce feutre vraiment très clean, là on peut appliquer une teinture. Et ces feutres donc, se déclinent en différentes couleurs, différentes épaisseurs. Lily disait donc à partir de 2 mm jusqu'à 2 cm. Alors évidemment dans le design, nous après dans l'industrie, on peut monter jusqu'à 150 mm d'épaisseur. Donc ça fait 15 cm. On peut avoir des plaques comme ça. Néanmoins, dans le design, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Et vous parliez de prix. Effectivement, la matière laine étant excessivement chère, puisque la matière au kilo achetée à un broker en Nouvelle-Zélande ou en Australie, on va acheter ça entre 12 et 14 euros du kilo, à peu près. Donc là, vraiment, départ au bout du monde. Hein. Ça fait très très cher quand vous ramenez après la production, la main-d'œuvre, l'énergie qu'il faut pour produire ça. On a vu qu'il faut de la vapeur, il faut des frottements. Donc c'est très très gourmand en énergie pour pouvoir le produire. Et c'est très très consommateur de main-d'œuvre puisque tout se fait manuellement. À quel moment vous commencez les étapes de transformation? Est-ce que la laine que vous achetez, elle est déjà lavée, déjà débarrassée de toutes ces impuretés, alors, ou bien vous... Nous, on est uniquement feutrier. On n'a pas du tout d'installation de lavage. On ne traite pas la laine. Donc, on achète nos laines, en fait, comme
la publicité de El Gringo pour le café. On a des échantillons, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. On se fait échantillonner. Et c'est très très particulier. On est vraiment resté il y a des siècles en arrière. Hein. On choisit nos échantillons. Ouais, ça me plaît, ça me plaît pas. Bah, ok, ça je prends. Donc J'en prends 10 tonnes. Quoi. Les laines sont déjà lavées, triées. Les laines Donc sont le déjà prix que vous annonciez... alors triées déjà, parce qu'elles sont classées par référence. On ne fait pas du feutre avec n'importe quel type de laine. De la même façon qu'on ne fait pas un pullover avec n'importe quel type de laine. Et on recherche des propriétés qui sont radicalement opposées. Un fabricant de pull, lui, va vouloir un pull en laine avec une laine qui surtout ne feutre pas. Parce que si vous faites le moindre lavage avec et qu'il la rétrécit, c'est un problème. Nous, au contraire, nous, on cherche des laines qui vont feutrer le plus facilement possible. Donc il nous faut des laines frisées, avec beaucoup de ressorts, il nous faut des laines fines et avec beaucoup d'écailles. Donc ça sont ces propriétés, et sur le marché de la laine, elles sont codifiées, il y a des tas de références, mais elles sont codifiées, elles sont déjà triées. Quand on les achète, on achète des références en fait, de laine sur des lots. Voilà. Et nous, on reçoit cette laine-là. Une fois cette laine reçue, on va en faire un mélange. C'est-à-dire qu'on va faire comme dans le vin, on va faire des assemblages. Pourquoi on fait des assemblages? Pour avoir des qualités constantes. Si on travaillait avec des qualités à 100% avec un arrivage, on aurait des variations de production et de comportement dans les machines qui seraient dingues et on ne pourrait pas suivre. Donc on est obligé de faire des assemblages avec différents types de laine de manière à pouvoir avoir une qualité constante et pour pouvoir avoir un suivi dans la qualité. Donc une fois que ces assemblages sont réalisés, on va carder la laine. Donc là, comme n'importe quelle industrie textile, c'est-à-dire qu'on tire sur les fibres et on en fait des voiles, on démêle, on va dire, les fibres de laine et on fait des voiles de laine. Alors pour fabriquer du feutre, après là, c'est un mode qui est particulier par rapport à l'industrie textile, c'est qu'on va faire des compositions, on va assembler ces couches de laine cardée, on les empile et on les assemble suivant un format qui est déterminé au départ, qui nous permet déjà en amont de pouvoir prévoir le feutre qu'on va obtenir. Principalement, on va cibler une épaisseur, une densité. On veut un feutre d'épaisseur 3 mm, densité 0,30 par exemple. Voilà, ça c'est notre cible, il faut qu'on fabrique ça. Donc on va mettre un certain poids de matière en œuvre de fibres de laine qu'on va empiler, certaines couches, pour pouvoir travailler ce feutre. La densité étant un poids sur un volume, on maîtrise le poids, on maîtrise la dimension qu'on veut à la fin, on a notre densité au final. Donc cette matière composée donc, dont on a déterminé la longueur, la largeur avant le feutrage et le rétrécissement, on va la passer en feutreuse. Donc là, c'est l'opération que décrivait Lily tout à l'heure très justement, qui est une opération de vapeur et de frottement. Donc nous, on fait ça à plus grande échelle qu'à la main, mais le principe est rigoureusement le même. Ça passe, donc la matière est vaporisée, c'est-à-dire qu'on vaporise de l'eau dessus, sur la laine. On la met entre deux toiles, en l'occurrence chez nous de lin, et on la passe sous une cloche de vapeur. Donc là, on envoie de la vapeur, et on chauffe, et on fait ce qu'on appelle une étape de cuisson. C'est notre jargon. Ça dure une vingtaine de minutes, et allez, on va dire une épaisseur de laine qui est 30 à 40 cm comme ça quand ça rentre dans la cloche. Rien que par effet de la vapeur, on sort, on est à 5 cm. On a quasiment divisé par 10 la hauteur. Et une fois que cette matière est prête et donc est en humeur pour pouvoir être travaillée, c'est-à-dire qu'on l'a chauffée, on l'a humidifiée, la machine avance et on a un plateau au-dessus qui vient appuyer dessus et qui vient frotter. Donc avec un mouvement de rotation, et c'est là qu'on a notre frottement. On règle la course, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amplitude du mouvement, et la vitesse du mouvement. Donc ça nous permet de pouvoir feutrer avec plus ou moins de force en fonction des matières qu'on a à obtenir. Si on fait un feutre relativement souple comme ça, comme les échantillons que présente Lily, ou alors un feutre industriel, là j'en ai pas, mais dont on parlait tout à l'heure en 1100, on n'attaque pas de la même façon le feutrage. On est beaucoup plus brutaux sur des feutres qui sont très denses que sur des feutres qui vont être dont on va vouloir avoir un état de surface vraiment très smooth. Donc là, on va être très doux au départ avec ça.
Et donc, une fois qu'on a feutré ça, là, ça va être la vraie différence entre un feutre artisanal et un feutre industriel. Le feutre artisanal, généralement, va s'arrêter à cette étape de feutrage, parce qu'il y a difficilement moyen de le fouler. Parce qu'après, il faut vraiment beaucoup de force, beaucoup d'efforts. Et là, à part avec un moyen mécanique, c'est compliqué. Donc nous, on va plus loin, on va fouler le feutre, après qu'il ait été feutré, c'est-à-dire qu'on va le battre. On va le battre. Donc on a deux types de foulage. Les foulages dits à marteau. Alors son espèce de grands berceaux dans lesquels vous avez deux battes qui oscillent. Et dans ces berceaux, on a des galets de feutre. Donc c'est du feutre qu'on a fabriqué en amont pour servir de galets à l'intérieur et qui viennent frapper la matière qu'on applique à l'intérieur de ce berceau. Et donc la matière est travaillée à chaud, évidemment, mouillée. On acidifie légèrement aussi l'eau, on baisse un peu le pH de manière à accélérer le foulage en ouvrant les écailles de la laine. Et cette matière, avec le temps, donc là ça peut être très long, et c'est ce qui fait que le feutre en général est très cher, c'est que le temps de main d'œuvre est important et le temps de foulage est important. Cette matière est rétrécie par foulage et on divise par 2 sa dimension initiale. On peut aller jusqu'à diviser par 2 sa dimension initiale pour augmenter sa densité. Et c'est là qu'on obtient des fortes densités. Voilà. Et c'est vraiment ce qui va différencier le feutre artisanal du feutre industriel. C'est la capacité qu'on va avoir après à monter en densité. Tout ce process, ça dure combien de temps Entre 4 et 6 semaines. Okay. Alors, et les laines françaises dans tout ça quelle place elles ont? Quels sont leurs vous avez parlé de ce tri qui est opéré sur les laines. Oui. Est-ce qu'on a une chance? J'espère qu'on a une chance. J'espère qu'on a une chance parce que vraiment, pour nous, industriels de la laine et du feutre, le fait de ne pas pouvoir sourcer en France, c'est un crève-cœur. Passez-moi l'expression, mais on s'emmerde à aller acheter au bout du monde une matière hors de prix, alors que la laine française est envoyée pour rien, pour aller se faire traiter ailleurs. Donc c'est complètement stupide. On utilise de la laine française dans nos fabrications. Pour cette fabrication, je vous parlais de laine carbonisée tout à l'heure. Les laines carbonisées, on les achète effectivement Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est les 3 sources principales. Et encore, ce sont les sources d'élevage. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les carbonisages maintenant sont en Chine. Et la laine, elle fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'un mouton qui est né en Afrique du Sud, il est tondu en Afrique du Sud. La laine n'est même pas lavée en Afrique du Sud. Elle part directement dans un conteneur en Chine. C'est lavé, carbonisé en Chine et ça revient en Europe après. Donc l'empreinte carbone, c'est moyen, quoi. Et alors qu'on a ça juste à côté de chez nous. Donc nous, on utilise de la laine de France, mais pas pour ces produits entre guillemets nobles. On n'a pas encore de filière française pour avoir de la belle laine. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc on utilise de la laine de France pour faire de l'industriel et de la laine dite non carbonisée. C'est-à-dire que c'est juste une laine lavée. Ça ressemble à ça. Voilà. Et ça d'ailleurs, c'est de la laine de France, hein, j'imagine. Ce sont des laines de France qui sont développées par les ateliers de la Bruyère, ouais. qui sont beaucoup plus artisanaux que vous, mais qui travaillent des laines sans teinture ou avec teinture, mais en tout cas des laines françaises. Voilà. Donc la laine dite non carbonisée ressemble à ça, c'est-à-dire qu'elle a des impuretés végétales à l'intérieur. Pour certaines applications industrielles, ça ne pose pas de problème. Pour d'autres, ça en pose. Principalement, ce qui va être le vecteur de choix de la laine de France, malheureusement, c'est le prix. C'est-à-dire que ce sont des laines qui sont pas chères, parce qu'elles sont pas nobles, elles sont pas super propres, et l'utilisation industrielle, le choix de l'industriel, notre client, hein, j'entends, de vouloir un feutre dans cette qualité-là, c'est clairement une question de prix, parce que c'est de 1 à 3 ou 4, hein, rien que sur le produit fini. Donc ça a un impact qui n'est pas négligeable. Maintenant, pourquoi on ne peut pas utiliser... Vous me dites que c'est pas assez cher, en fait. Non, je vous dis pas que c'est pas assez cher, parce que je vous dis que c'est pas assez propre, en fait. Et le problème qu'on rencontre avec les laines de France, c'est que déjà la filière n'est pas organisée. La filière ovine en France, c'est jusqu'à présent, mais il y a quelque chose qui... Cette année, depuis l'année dernière, il y a un truc qui bouge. Et... Ouais. Mais non, mais c'est vrai, et moi ça fait 21 ans que je suis dedans, c'est vraiment la première, il y a quelque chose là qui bouge. Il y a 10 ans, 15 ans, quand j'essayais
d'avoir de la laine de provenance française de qualité, j'avais en face de moi différents éleveurs qui ne travaillaient même pas en cluster, qui étaient tous indépendants dans leur coin, plus intéressés éventuellement par la viande de leurs moutons que par la laine. La laine, pour eux, c'est un déchet, il fallait s'en débarrasser. Et puis ça les emmerdait, il fallait tondre les moutons. Donc c'est pas un sujet, quoi. Alors que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire, notamment avec la région de Mazamet, là, qui est très spécialisée là, dans la laine. Mais par contre, le problème qu'on rencontre actuellement, c'est que justement, pour l'instant, les éleveurs ne sont pas encore sensibilisés à ça et à ce qu'on peut en faire. Faire du matelas, du futon, un truc comme ça, ok, ça leur parle bien. Mais si par contre faire des produits entre guillemets nobles, c'est-à-dire sur lesquels on veut aucune impureté, là, ok, ils sont clients, mais on va les secouer un peu, on va les déranger un peu. Quels sont les freins? Les freins, c'est le marquage. C'est-à-dire que on a quelques races de moutons en France qui peuvent tout à fait donner des laines de qualité, les races mérinos, où on a des belles toisons, on a des bonnes longueurs de fibres, on a des bons diamètres, on a ce qu'il faut. Le truc, c'est que les éleveurs s'entêtent en France à marquer leurs moutons. Ils les marquent avec des peintures et ils les marquent avec des peintures qui maintenant sont à base d'eau, ce qui pour l'environnement est mieux, mais j'allais dire qu'il y a encore 15 ans, quand il est marqué avec des peintures solvantées, c'était même mieux pour nous parce qu'on ne retrouvait pas ces résidus. Ça faisait que des petites pointes. Là, le moindre trace de peinture, et là, c'est un très bon exemple, c'est que, là, vous voyez peut-être, il y a du rose sur ce feutre, vous voyez peut-être le petit point, c'est tout petit, hein, ça va vous paraître insignifiant. J'en avais vu ailleurs aussi. Mais c'est insignifiant, mais pour nous, pour nos clients, c'est un vrai problème, c'est un frein, et là c'est un non catégorique. Peut-être le marquage, on peut expliquer le marquage par rapport aux éleveurs. Effectivement, les éleveurs, pour plein de raisons différentes, ils ont des grands cheptels, ils vont avoir besoin de noter que telle ou telle brebis ou tel groupe je sais pas, a été vacciné ou pas, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont des signes que eux seuls sont capables de lire, qu'ils vont quelque part taguer sur la toison, généralement sur le dos, donc qui est en plus la partie la plus noble de la laine. Donc cette pratique va à l'encontre effectivement d'une meilleure valorisation derrière, puisqu'il va falloir laver assez pour que ça disparaisse, mais visiblement, comme c'est à queue, pour vous, c'est un souci. C'est un vrai problème, parce que, alors, déjà, il y a une opération de tri qui doit être faite au moment de la tonte. Donc pour eux, déjà, c'est consommateur de temps et donc d'argent. Ensuite, lorsque la laine part au lavage, c'est pareil, il faut retrier la laine avant le lavage, après le lavage. Donc tous ces pickings coûtent une fortune, hein, on n'est pas en Chine. Ou alors si, il faut envoyer la laine de France en Chine et puis on la fait revenir, mais ça reste aussi con, quoi. Donc c'est un vrai problème. On retrouve, même après ces pickings, des petites traces de peinture. Nous, ça explose dans les cadres, on les voit pas du tout. C'est-à-dire que c'est dans les voiles, on voit plus rien. Mais par contre, dès qu'on va appliquer la vapeur et qu'on va frotter, alors là, c'est waouh. On a des taches roses, des taches bleues, des taches rouges, il y en a partout. Alors, en quoi ça gêne dans l'utilisation industrielle ? Parfois, ça gêne pas, techniquement. Mais par contre, psychologiquement, ça gêne. Ouais. Alors sur des applications industrielles, après je mets à part le design, hein, si on fait une teinture, si le truc est pas blanc, s'il y a le moindre truc, là c'est mort, on peut rien faire. Le piano c'est pareil, vous avez une tache, c'est mort aussi. Et dans l'industrie, techniquement, c'est pas parce qu'il y a une petite tache rose ou une petite tache bleue que le feutre va huiler, graisser moins bien ou absorber moins bien. Techniquement, il va faire exactement la même chose. Sauf que le client en face, il va pas le comprendre. Pour lui, il y a une pollution. Il voit quelque chose, il vous demande immédiatement les certificats REACH de la matière. Vous êtes plus 100% laine. Vous voyez ? Parce que vous avez ne serait-ce qu'une trace visuelle qui vous indique qu'il y a autre chose que de la laine. Et donc, si vous travaillez dans le nucléaire, vous arrivez avec ça, vous vous faites jeter direct. Dans l'automobile aussi. Dans le ferroviaire aussi. Dans le polissage, c'est pareil, vous faites un disque de polissage avec des taches bleues, des taches rouges. Curieusement, le disque, il polira beaucoup moins bien que le blanc. C'est con, mais c'est comme ça. Donc
c'est un vrai problème de débouché. Alors, soit il faut vraiment éduquer tout le monde sur toute la chaîne, mais psychologiquement ou de façon normative, ça va écarter le produit directement. Et ça, c'est un problème. Mais en fait, on est rentré dans une logique industrielle qui standardise énormément, y compris l'élevage des moutons dans des grands terrains très loin. Alors que là, nous, on est ici en France, en Europe, en phase d'élevage qui, eux, sont très morcelés. Il y a 60 races en France, 250 en Europe. Donc, c'est vrai qu'il y a des modes opératoires, des cultures selon les territoires qui sont très diverses. Donc, c'est sûr que arriver à obtenir une matière homogène à partir de tout ça, c'est d'autant plus compliqué. Bon, ça, on pourrait par l'assemblage, je pense. En faisant quelques assemblages, on arriverait à obtenir quelque chose d'homogène. Je pense qu'il faudrait vraiment, pour lever le premier verrou, ce serait que les éleveurs comprennent qu'ils ont un vrai manque à gagner à ne pas marquer autrement l'embouton. Soit marquer les pattes, on ne se sert pas des poils des pattes. Soit marquer la tête, on ne se sert pas de la tête. Soit utiliser des puces pour l'embouton, comme on utilise pour les vaches. Mais voilà, mais pas la toile. Enfin, ça vaut actuellement, le cours de la laine a flambé ces 5 dernières années. On est passé d'un truc qui valait 6 € le kilo à un truc qui en vaut 14. 14 kilos le kilo de laine. Ça commence à être pas rien, ça commence à être rentable. Je pense que là, l'éleveur peut commencer à se poser des questions. La tonte d'un mouton, c'est 2,5 kg. Tondre un mouton, c'est 10 minutes. Vous faites 30 balles en 10 minutes. Donc, ça commence à devenir un sujet, quoi. Ça ne l'était pas avant, c'est vrai. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Ouais. Bon, super. Merci Marc. On va peut-être garder les questions pour la fin et présenter les 2 derniers projets. Alors, on a vu beaucoup d'exemples avec Lily Latifi et Marc Venet qui sont issus de transformation de feutre, certes à une échelle de PME, donc artisanale, mais selon des techniques industrielles. Là, on va vous présenter 2 projets très expérimentaux chacun. Donc, Lola Gibert, designer textile, bonsoir, autour d'un projet qui est un tapis de laine feutrée. Comment est née cette idée ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Au départ, moi, je sors totalement du coup d'une approche industrielle et je vais vers une approche très très artisanale du travail en fait de la laine par la technique de feutrage. Tout a commencé en fait il y a 3 ans où j'ai acquis en fait chez une feutrière des techniques de feutrage. Et avec la rencontre aussi d'une éleveuse de brebis dans le Puy-de-Dôme, qui, en discutant, m'a avoué qu'elle ne savait pas quoi faire de la laine de ses brebis. Donc elle a deux races de brebis, la noire du velay et la rava. Et une partie de sa laine était destinée au rembourrage de matelas. Et l'autre partie était en fait jetée. Enfin voilà, elle ne savait pas encore faire. En tout cas, c'était dans un hangar. Et depuis des années, ça ne sortait pas de là. Et elle m'a proposé en fait de me donner une partie, 2 toisons de chacune de ces brebis. Et donc j'ai eu l'envie en fait de me questionner sur déjà le process. Qu'est-ce qui se passe quand on va partir de la toison brute, donc la laver, puis la carder artisanalement donc. Et ensuite essayer de la revaloriser en fait à travers une production. Donc ici, je suis partie de motifs en fait plastiques, d'une recherche plastique autour du motif floral, en essayant de rendre une image contemporaine de la fleur. Donc par le feutre, en utilisant également ses propriétés d'isolation thermique. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu teindre ou en tout cas modifier la couleur de ces laines, qui pour moi en fait était importante, puisque ce sont de très belles nuances. On peut arriver à de très belles nuances en fait de couleurs brunes jusqu'au blanc
Voilà. Alors Lola, si vous voulez découvrir le tapis et les éléments qui sont présentés là, il va falloir venir jusque rue du Verbois, Oui. puisque nous n'avons pas d'échantillon ici. C'est la seule chose. On a un échantillon de noir du Velay quand même, Oui. donc il vous donnera une idée de à quoi ressemble cette couleur dont vous parlez, cette profondeur, puisque effectivement là, il n'y a pas un seul colorant, il y a plein de poils de couleurs très diverses qui sont mélangées. Donc c'est vrai que ça crée une profondeur de couleurs très différente. Florence ? Bonsoir. Alors c'est pareil, c'est un projet autour du feutre, là, très Oui. artisanal, beaucoup autour du volume. Alors ce projet-là, donc déjà j'ai découvert le feutre chez une feutrière, Elisabeth Berton, qui travaille à Lyon, donc qui est une feutrière qui travaille le feutre de manière très artisanale. Et donc j'ai fait mes armes chez elle, et j'ai eu un coup de cœur en fait pour la matière que je connaissais pas avant, et la matière et la technique en fait du feutre, avec laquelle il est possible de réaliser donc des volumes sans couture. Et on peut aussi créer des fusions. Donc là, c'est des formes qui ont donné lieu à une maquette d'une cabane pour enfants, donc qui est rue du Verbois aussi, au 46. Et donc, ce que j'ai aimé, en fait, c'est les propriétés. Donc, il y a un tas de propriétés, comme l'a dit Lily, mais là, pour les cabanes, donc c'était celles de la mollesse. En fait, on peut arriver à avoir des volumes qui se tiennent, mais tout en étant mou, donc pour les enfants, donc c'est génial. Ça n'attire pas la poussière, et comment dire, hypoallergénique aussi. Donc voilà, donc là, et puis on peut arriver à il y a une créativité qui est énorme autour du feutre. Donc là, c'est un feutre qui est mélangé avec du chanvre. Donc c'est ce que j'ai travaillé toute l'année, la laine et le chanvre, parce que j'ai découvert que leurs propriétés étaient complémentaires. Donc j'ai entamé 3 types de travaux, donc un travail plus d'ingénieur où j'ai fait plein de recherches en fait sur la complémentarité de ces fibres et l'amalgame en fait, je les ai feutrés ensemble. Un travail plus artistique donc avec ces pièces-là, et un travail qu'on peut trouver devant, enfin une suite, qui est en fait 2 tricots, donc un tricot de laine et un tricot de fibres végétales. Donc j'ai développé en ortie, en chanvre et en lin, qui sont superposés et ensuite feutrés donc de manière artisanale. Donc voilà, et qui donnent donc les échantillons que vous avez devant. Ce qui est intéressant en fait, c'est que les fibres de laine, donc, qui sont dans le tricot de laine, vont emporter le tricot de fibres végétales qui n'a pas d'écailles, et ça va créer donc des motifs, une trame, et c'est vraiment combiné ensemble, ça ne peut pas se délier. Et donc on peut réaliser des épaisseurs différentes en fonction de la laine qu'on utilise. Et puis ça peut servir pour l'ameublement, le vêtement, l'univers de la maison. Donc il y a plein de possibilités. Et donc là, les échantillons que j'ai fait spécialement pour l'exposition rue du Verbois, c'est des échantillons donc, avec de la laine française et du lin européen. Donc tout est localisé. En partenariat avec la Confédération européenne du lin et voilà. du chanvre. Merci Florence. Rien. Peut-être on a un petit peu de temps pour des questions qui peuvent être adressées un peu à tout le monde, tous nos intervenants depuis le départ. Si vous voulez qu'on approfondisse une thématique ou une autre. Bonsoir, je suis Marie-Françoise Loisel-Cassaigne. J'ai une expertise tricot, donc ce soir j'étais très intéressée effectivement par tout le feutre et notamment de laine. Je voulais savoir comment ça pouvait s'entretenir en fait, que ça soit surtout en termes de décoration. Comment on entretient les panneaux de feutre, les objets qui sont en feutre. Alors, comme m'a dit Florence, pas Lola, ça n'attrape pas la poussière. Donc, ça n'absorbe pas la poussière. La poussière reste en surface sur la matière. Donc, vous pouvez complètement l'aspirer avec un aspirateur, brosser pour faire tomber la poussière. Donc, ça, c'est la première chose pour dépoussiérer en fait les panneaux. Ensuite, ça ne se tâche pas très facilement non plus, puisque le feutre est hydrofuge. Donc tout ce qui est à base d'eau, à base aqueuse, reste en goutte. Il y a un effet déperlant en fait. Reste en goutte, et si vous ramassez la goutte, vous ne l'écrasez pas, ça ne pénètre pas dans la matière. Après, si c'est une tache d'huile ou autre chose. Mais en ce qui me concerne, comme c'est des panneaux à usage vertical, donc il y a peu de chances que ça se tâche. Donc c'est plus la poussière qu'on enlève avec l'aspirateur ou la brosse. Avant, quand je faisais des plus petits objets, ils pouvaient aussi passer chez le
au pressing en fait, en indiquant que c'est 100% laine et donc c'était lavage à sec. Mais si vous lavez, on peut laver le feutre, mais ça va se feutrer encore davantage. C'est pas très grave, mais moi j'avais des objets avec des bords rectangulaires, enfin rectilignes, pardon, et donc après lavage, les bords étaient arrondis. Voilà. Parce que ça se feutre, ça continue à se feutrer avec de l'eau et la chaleur et le frottement de la machine, donc ça continue, le processus s'est jamais arrêté. Est-ce qu'il y a des solutions industrielles quand vous avez des accidents dans l'industrie pour laver ? Alors, ce qu'on a l'habitude, nous, de répondre à nos clients, puisqu'on a des clients qui travaillent beaucoup dans la maroquinerie, hein, on travaille pour Hermès, Vuitton, etc., qui font des gammes, qui déclinent des gammes en feutre, c'est que le feutre, en fait, faut pas forcément s'inquiéter de la façon dont on va l'entretenir, parce que ça paraît, effectivement, comme c'est un non-tissé, ça paraît un petit peu misère pour l'entretenir, mais ça s'entretient comme la laine. Vous avez des moquettes en laine, vous avez des supports en laine, vous avez des tissus en laine, vous portez de la laine toute la journée et vous l'entretenez sans vous poser de questions. C'est juste voilà, avec la même précaution que de la laine. Donc vous faites une tâche dessus. Il existe des produits détachants pour la laine. Vous les appliquez dessus, ça fonctionne exactement de la même façon. Si c'est uniquement, comme le disait Lily, de l'entretien classique pour du mobilier, je parle au sens large pour le mobilier, une simple aspiration suffit parce que ça, c'est pas exposé vraiment à avoir des taches. Dans le cadre de tapis, vous pouvez éventuellement avoir des taches, mais ça se nettoie très bien. J'en ai partout chez moi, des tapis en feutre. Hein. Et ça se nettoie très très bien. Vous prenez une bombe à moquette, vous mettez la mousse, vous aspirez derrière et c'est nettoyé. Donc ça s'entretient vraiment, paradoxalement, très très facilement. Merci. Est-ce que nous avons une autre question peut-être ? Bonsoir, je m'appelle Aurélie, je suis mercière. Et vous parliez tout à l'heure d'éco-responsabilité de feutre. Je voulais savoir s'il y avait des recherches en cours qui étaient mises en place pour rendre la production du feutre moins gourmande en eau. Alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on est très très consommateur d'eau. Et le meilleur exemple, c'est que l'industrie textile, si vous prenez la révolution industrielle début du 20e, toutes les industries textiles étaient à côté de cours d'eau, ce qui est notre cas également. On a notre propre captage d'eau et donc on a notre propre source d'eau. Pour réduire la consommation d'eau pour la production de feutre, je dirais la voie à laquelle nous on va réfléchir le plus et qu'on applique chez nous maintenant, c'est le recyclage. C'est-à-dire que lorsque vous faites une chauffe de presse ou un refroidissement de presse où vous allez utiliser de l'eau, que vous faites des bains de trempage pour vos feutres, vous pouvez parfaitement par cycle de production. Vous ne pouvez pas mélanger les cycles de production parce que les natures chimiques de l'eau utilisées ne sont pas les mêmes. Mais par contre, par cycle, vous pouvez les séparer, les isoler, éventuellement les recycler. Et là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place sur nos bains de trempage, où on a détourné en fait un système de filtration de piscine, ça paraît idiot, mais pour nos bacs de trempage, on a une circulation avec une pompe de piscine, un réchauffeur de piscine pour maintenir notre eau à température constante et une régulation de pH de piscine également pour maintenir notre pH, notre acidité dans l'eau. Et grâce à ça, au lieu de faire un bain par jour, nos bacs font 2,7 mètres cubes pièce, on a 4 bacs. Je dis pas qu'il y aurait 4 ou 5. Bref, on va consommer rien que sur nos trempages quotidiens une dizaine de mètres cubes d'eau pour ça. Et ben, rien que en faisant ce système de conservation de l'eau, donc avec une circulation permanente, filtrage de l'eau et pH constant, température constante, on fait durer nos bains une semaine au lieu d'une journée. Voilà, donc ça, c'est une source d'économie, entre guillemets, d'eau. Alors, l'économie au sens propre du terme, financier, elle est inexistante. L'eau coûte encore beaucoup moins cher que les pompes. Mais par contre, effectivement, pour la planète, c'est quand même mieux si on peut en consommer moins. Bien que l'eau qu'on rejette, elle est traitée et après, elle repasse en recyclage quand même. Hein, elle ne disparaît pas pour autant. Mais voilà, c'est les petites étapes qu'on peut faire. Mais malheureusement, on ne peut pas fabriquer de feutre sans eau et sans vapeur. En tout cas, feutre au sens feutrage vraiment du terme. On peut faire des aiguilletés, mais on ne peut pas faire de feutre foulé. Merci.
Quand vous achetez les tontes, enfin une fois la tonte, vous achetez en fait les bourres de laine. Quelle est la différence entre cette qualité de laine-là et celle qu'on va utiliser pour le pull? Est-ce qu'il y a une différence de micronage, de longueur de fibre? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, tout va être différent excepté la longueur de la fibre. La longueur de la fibre, donc il existe différents types de longueur de fibre bien sûr. Pour la différence entre un fabricant de pulls ou de vêtements et un feutrier, nous on va vraiment s'attacher sur le micronage, le nombre d'écailles, la frisure de la laine et la provenance, c'est-à-dire la race en fait du mouton. Il y a certaines races qui feutrent mieux que d'autres. De la même façon que certains ont les cheveux raides et d'autres ont les cheveux bouclés, ce sont des différences génétiques en fait qui font que ça feutre plus ou moins. Donc vous imaginez, il y a des moutons qui existent avec des poils raides. Ça existe quoi. Et là on peut rien faire avec. Et par contre, pour faire des pulls, si vous pouvez faire du fil avec ça. Vous pouvez faire des très bons fils. Vous pouvez faire de la filature et vous avez quelque chose de très résistant. Pour nous, voilà, on cherche exactement l'inverse. Donc, on va s'attacher à utiliser chacun la matière qui soit lui apportera le moins de problèmes, soit lui apportera le plus d'avantages. Voilà. Donc finalement, feutrage et filature sont presque deux industries complémentaires par rapport à l'usage. Sur le débouché de la laine, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Une dernière question peut-être ? Oui, c'est une question sur l'avenir de votre profession, c'est-à-dire que vous avez racheté Ascapa, l'usine française, oui. Mais quid des autres usines? Elles sont concurrentes par rapport à vous, celles qui sont en Europe ou Alors, celles qui existent encore, oui. En Belgique, ça a disparu. En tout cas, sur la fabrication. Il y a ce qui a remplacé l'usine Gros en Belgique, s'appelle maintenant Ideal Fait, ce sont des revendeurs. Donc ce sont des gens qui sourcent en Inde, au Mexique et qui revendent du feutre industriel provenance overseas. Les usines anglaises ont fermé également. Nesh a fermé, British Felt a fermé. En Allemagne, elles sont toutes encore vivantes. Et en France, on est les derniers. Tout à fait. Mais bon, nous, ça va, on se porte pas trop mal. Dans l'industrie pharmaceutique, pour les pansements, est-ce que vous avez déjà eu des demandes? Oui. Oui, tout à fait. On travaille pour l'industrie pharmaceutique, pour une société qui fabrique des coricides. Donc des pansements pour les corps aux pieds. On fabrique des feutres, des rondelles de feutre en fait. Cette rondelle est fixée sur un adhésif et une gelée coricide est déposée à l'intérieur de la rondelle. Et le fait qu'on utilise un feutre plutôt qu'une... C'est marrant parce que c'est un marché iranien. Ouais, c'est vendu en Iran. Et le feutre est utilisé parce qu'il permet d'absorber la transpiration, de ne pas marquer, évidemment, de ne pas faire d'escarre, d'absorber la transpiration. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est hypoallergénique. Donc il n'y a pas de réaction à attendre. Les gens allergiques à la laine, c'est très très rare. Il faudrait qu'ils soient allergiques à leurs propres cheveux. Donc c'est compliqué. Moi, je l'ai été. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis... Alors, par contre, c'est beaucoup plus cher qu'une mousse. Donc, vous l'avez sur des produits qui sont, entre guillemets, techniques dans la pharmacie. Le simple pansement Urgo qui est distribué à des millions d'exemplaires n'utilise pas de feutre, malheureusement. Pas d'autres questions pour nos interlocuteurs ? Alors j'en profite pour vous faire deux invitations pour conclure. La première, donc, c'est ce samedi 7 septembre, le vernissage dans le cadre de Paris Design Week du OFF cette année qui se trouve rue du Verbois avec plusieurs adresses. Une adresse où sont présentés les travaux des étudiants de la HIR, Haute École des Arts du Rhin, qui ont une très jolie section textile et qui ont collaboré
avec l'école de design de Reims pour des projets qui sont très étonnants autour du textile, dont ce projet de feutre présenté par Florence précédemment. Et puis évidemment, chez Made in Town, vous avez l'ouverture du centre de ressources des filières de laine française, avec une grande partie de la matériothèque que nous présentons ici, et puis des exemples de mobilier développés à partir des laines françaises. L'idée étant évidemment d'être là pour tout industriel, tout designer, toute marque qui souhaiterait développer des produits en laine française aujourd'hui. Et la seconde invitation, elle est un peu plus tard, mais ce sera donc le deuxième rendez-vous de ces filières, enfin de ces rendez-vous de filières, ici même donc à l'IFM, que je profite au passage pour remercier pour leur accueil, et qui aura lieu donc le 10 octobre, autour du thème cette fois du tissage. Mais le tricotage arrivera en janvier. Donc voilà. Donc il y aura encore 5 autres rendez-vous. Donc vous pouvez retrouver tout le programme détaillé au fur et à mesure qu'on le construit sur notre site internet madeintown.com. Voilà. Un grand merci à vous 4 pour vos interventions et bravo pour votre travail. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette première édition. Merci.